Bonjour et bienvenue au Salon du Cheval d'Angers, troisième et dernière journée en direct avec une émission d'une heure avec plein d'invités. Et à m'écouter, bien évidemment, Carole David. Salut Carole. Bonjour Pascal, vous allez bien? Toujours bien. Dernière journée, mais je crois que vous avez tout donné, hein. On a des belles surprises aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. J'ai été me renseigner du côté des Amazones et bien sûr, sans oublier la fameuse shopping list de Noël. Eh oui, parce que c'est bientôt Noël, on va se régaler. Pour commencer, on va vous emmener découvrir une discipline, le cheval à deux pattes. Est-ce que vous connaissez? On va vous montrer ça tout de suite et nous on file sur notre plateau retrouver tous nos invités et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Le cheval à deux pattes. Vous connaissez? Moi je connaissais pas et j'ai quelques invités qui vont m'expliquer un petit peu ce qu'est le cheval à deux pattes. Bon, vous avez une petite idée, maintenant on en voit beaucoup de plus en plus. On a les filles, on a Juliette, Zélie et David qui est le coach, voilà, des vice-championnes du monde. Attention, on a des vice-championnes du monde avec nous. Un petit mot David, expliquez-nous un petit peu le concept de ce cheval à deux pattes. Le cheval à deux pattes, donc ça vient initialement de Finlande en fait, où il y a des vraies compétitions. Et Philippe Madron en fait, qui est en Vendée en fait, a créé le mondial du cheval à deux pattes. Alors, c'est évidemment très humoristique, mais dans le jury il y a quand même des gens du Cadre Noir ou des gens de la cavalerie du Puy du Fou. Et puis des gens, cette année c'était Eric Antoine en fait pour l'aspect un peu folie. Et donc il y a deux notes, un aspect technique et un aspect folie, qui reprend les pas du vrai cheval, donc le trot, le pas, le galop, la pirouette et autres. Donc on doit travailler cet aspect-là. Et puis voilà, c'est devant 2500 personnes, il y a les papis, les mamies, tout ça qui s'y mettent pour faire le drapeau. Une ambiance vraiment dingue. Et donc voilà, c'était très chouette qu'on participe à ça. Les filles, vous avez un souvenir fabuleux de cette petite compétition? C'était incroyable, on s'amusait bien et puis... Comment ça vous est venu l'idée de faire du cheval à deux pattes? C'est mon père qui a participé aux 2 premières éditions et il voulait faire une équipe en famille, mais c'était soit que enfants, soit que adultes. Du coup on a rameuté les copains et puis ça s'est fait comme ça. Juliette, tu t'entraînes beaucoup? Il y a des entraînements toutes les semaines comme les vrais pros ou ça se passe comment l'organisation? On a commencé à s'entraîner en août, une fois tous les mercredis après-midi et puis aussi un peu le dimanche de temps en temps. Et après, arrivé 2-3 semaines avant le grand jour, on a fait au moins 2-3 répètes par jour et tout. Parce qu'il y a une chorégraphie, il y a la tenue, hein. Vous êtes les Hard Rock Pony, c'est ça? Ouais, parce que ça déménage, hein, si j'ai bien compris. Un petit mot, petite question quand même, est-ce que vous faites du cheval à quatre pattes, du poney? Oui. Alors j'ai besoin de vous parce que là, vous m'avez presque convaincu d'essayer. On fait comment alors? Comment on tient votre cheval à deux pattes? Comment, il y a des rênes, comment ça se passe? Avec une main, on tient une rêne, puis l'autre main, on le tient au cou, puis on fait les pas. Et c'est une fabrication artisanale? C'est vous qui les fabriquez vous-même? Alors, il y en a beaucoup qui ne les fabriquaient pas, mais nous, si. Par exemple, on a pris un cheval qu'on a acheté normalement et on lui a coupé la tête. Et avec du bois, on a fait des instruments et tout. D'accord. Ah oui, vous coupez la tête des chevaux. Il n'y a aucun scrupule. Voilà, on parle du bien-être animal et là, paf, les chevaux de tête, on leur coupe la tête. À deux jambes, pardon, deux pieds, on leur coupe la tête. David, il y a des compétitions à venir pour plus tard? Et oui, alors on espère chaque année le cheval du monde aux herbiers, du coup, organisé par Philippe Madron, mais a priori c'est peut-être que tous les ans, on ne sait pas, on attend ça avec impatience. Mais je sais qu'il y a un collectif en Bretagne qui s'est mis à fond aussi, donc il y a des championnats de Bretagne, il y en a qui existent. Et donc voilà, pourquoi pas sur Angers, pourquoi pas une compétition au Salon du Cheval chaque année, à voir, mais on est prêt. Pourquoi pas? Et puis les filles, vous êtes vice-championne du monde, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. On compte sur vous pour être championne du monde. On est d'accord, on signe tout de suite? Ouais. Ok. Et voilà, rendez-vous, je vous présente les futures championnes du monde de cheval à deux jambes. On a une belle rencontre insolite, Carole. On a eu le temps de revenir sur le plateau où on est bien attendu avec Tonnellerie et compagnie, les vainqueurs des étoiles équestres. Bravo, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. C'était une belle soirée hier? Super soirée, incroyable. Julie, alors racontez-nous un petit peu. Vous êtes la porte-parole, hein, vous avez été désignée, vous avez fait un Shifumi avant pour savoir qui allait parler. J'ai été désignée volontaire par l'ensemble du groupe, je suis ravie. Racontez-nous un petit peu qui êtes-vous, voilà, Tonnellerie et compagnie. Alors nous, on est un groupe de cavaliers issus à la base du spectacle historique. On est un groupe d'amis et on s'est rencontrés il y a plusieurs années. En fait, notre passion, nous, c'est vraiment de créer des numéros inédits, de se retrouver tous avec nos univers un petit peu différents et de mélanger tout ça.
Et voilà. On va voir un petit extrait, le début de votre show, parce qu'on ne peut pas tout montrer. Mais on va voir un petit peu la première minute, en gros, voilà, et ensuite elle passera derrière vous, on vous écoutera. On regarde le début. C'était hier soir. Grande soirée. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être les grands gagnants des étoiles équestres? On vous a vu ému de vous voir. Oui, bah c'était. Enfin, je crois qu'on réalise pas vraiment. En fait, on n'y croyait pas. C'était vraiment un rêve. Enfin, on avait déjà participé une première fois l'année dernière et déjà être sélectionné, on n'y croyait pas à la base. Donc là, gagner. Alors comment vous vous organisez? Parce que vous êtes nombreux pour réunir tout le monde, mettre ça au point. Vous êtes professionnel, vous faites que ça toute votre vie? Je suis pas sûr. Pas du tout. On a tous des métiers à côté et on fait ça en amateur. Ça nous prend beaucoup de temps, bien sûr, mais on se retrouve tous ensemble. On a un calendrier de répétition. Là, ça fait depuis décembre dernier qu'on préparait ce numéro-là. Donc voilà, beaucoup de réflexion, de brainstorming, de décision de groupe. Et vous faites des salons, des expositions, non? Ou c'est juste là le salon du cheval d'Angers et c'est un one-shot? Alors ça c'est un numéro inédit pour le salon, effectivement. Après, on participe ponctuellement à d'autres événements. Et à côté de ça, on fait aussi tous partie de la scénophérie de Semblancé, qui est un son et lumière historique en Touraine. Donc là, on a la saison d'été aussi en juillet-août. Vous imaginez que ça peut changer quelque chose d'avoir cette petite reconnaissance, enfin non, pas petite, grande Pascal. reconnaissance ici de gagner les étoiles équestres, parce que vous allez avoir votre nom dans les journaux et tout, hein, vous passez ici dans notre émission, c'est la classe quand même. Ça peut changer quelque chose pour vous dans la vision des mois à venir? Alors des mois à venir, oui, bien sûr. On se dit que on a rencontré beaucoup de monde et on aura sûrement des occasions d'aller se produire ailleurs. Et puis déjà cette nuit, on réfléchissait déjà au numéro pour l'année prochaine pour l'ouverture des étoiles équestres. Oui, parce que le vainqueur revient l'année suivante. Hein, pour présenter, on a vu Joy qui était sur notre plateau, qui hier est revenu encore présenter son numéro. Lorenzo était la star. Il a le même effet sur tout le monde, c'est dingue. On était quelques-unes à avoir les posters dans la chambre quand on était plus petite. Donc voir Lorenzo en vrai, qui soit président de jury, pour nous c'était waouh. Vous avez eu le temps de discuter un petit peu avec? Il vous a donné un petit coup de pas coup de main, mais un petit avis professionnel? Oui, on a pu discuter avec lui après les étoiles, donc vraiment super, c'était super. Alors, vous disiez que vous étiez là l'année dernière, vous aviez terminé classé? Quatrième. Quatrième, au pied du podium, la médaille en chocolat. La médaille en chocolat. Eh bien cette année, c'est ça. Voilà. Mais vous vous êtes servi de l'expérience de l'année dernière pour revenir cette année? Oui, ça nous a permis de savoir, peut-être on s'est plus appuyé sur ce que le public attendait peut-être, parce que nous on a un univers qu'on aime beaucoup, assez particulier, et voilà, là on a essayé de travailler un petit peu d'autres choses. Bon, à la base, on s'était dit qu'on allait faire un numéro coloré et joyeux, mais je pense que ça ne nous appartient pas. Donc, on est revenu sur la tenue, au niveau couleur, je ne pourrais pas dire, mais bon, c'est joli le noir. La suite, donc là, vous continuez, vous avez encore une démonstration dans quelques minutes, hein, je crois, sur la piste juste à côté d'Amphithéâtre. Hein. C'est ça, on a Shanzi, un autre numéro là qu'on va présenter, et puis en fin d'après-midi, on retrouve la compagnie Cavalarius, avec qui on fait un combat chevalier contre barbare.
Ouh, chevalier contre barbare. Là, ça se manque pas. Vers quelle heure? C'est à 17h25, je crois. Eh bien, écoutez, si vous êtes déjà au Salon du Cheval d'Angers, vous y restez. Et si vous n'y êtes pas encore, ben, on vous attend pour pouvoir apprécier. Merci beaucoup à vous tous. Calix de Nigremont, en plus, animait la soirée. Là aussi, là, c'était... Ça aussi, un grand rêve. Soirée magique. Hein. Hier, Carole, je crois que vous l'avez rencontré. Ouais, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de Calix dans sa loge. Grand personnage. Eh bien, écoutez, on voit ça. Et puis, encore une fois, bravo et pour votre performance. Félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir Calixte, c'est un honneur pour nous d'avoir un aussi grand personnage, Monsieur Calix de Nigremont. L'honneur est absolument partagé, que ça soit bien clair, je partage cet honneur avec vous. Vous êtes charmant. Calix, vous êtes un habitué des étoiles équestres. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'animer cette merveilleuse soirée? Alors, ça représente plusieurs choses. D'abord, nous sommes en Anjou, chez moi, hein, parce que je rappelle que je suis né natif de ce petit pays qui est cher à mon cœur. Donc, c'est déjà une chose importante. Par ailleurs, c'est un spectacle équestre qui permet à des jeunes artistes, alors jeunes, sinon dans l'âge, au moins dans la carrière, de se lancer. Et comme il se trouve que j'ai le privilège de présenter un certain nombre de spectacles équestres durant toute l'année, ça me donne l'opportunité de voir comment je vais retrouver ces gens que j'aurais présentés ici pour leur premier pas dans ce monde du spectacle équestre à Angers, comment je vais les retrouver un peu plus tard à Avignon, ailleurs. Voilà, donc c'est un moment important. Quel est votre objectif quand vous rentrez en piste, quand vous rentrez sur scène? Alors, faire en sorte que les artistes qui vont entrer rentrent comme s'ils étaient dans leur salon, vous voyez, donc de la façon la plus à l'aise possible, que le public les accueille le plus chaleureusement possible, et que, en gros, tout se passe sans anicroche, et faire en sorte que s'il y a des anicroches, le public imagine que tout ça a été conçu, répété, travaillé depuis des semaines, ce qui n'est évidemment jamais le cas. Bien évidemment, on connaît tout ça. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier? Alors moi j'aime beaucoup l'idée que quand je rentre sur une scène ou sur une carrière comme c'est le cas ce soir, pas savoir ce que je vais dire. Et j'avoue que ça me plaît assez de me lancer comme ça, sans, comme on se lance dans un grand bain, vous voyez, sans trop savoir ce qui va se passer. Ça crée une manière comme ça de stimulation intellectuelle qui fait que je suis tout à fait à mon affaire dès lors que j'ai toute l'attitude pour improviser, pour créer, pour imaginer, pour faire des fantaisies et pour, au débeauté, éventuellement avoir à meubler quand il y a un problème technique. C'est vrai que vous avez une très belle énergie. Quand on a une belle énergie comme la vôtre, on peut se permettre des fantaisies, on peut se permettre d'improviser. Moi j'ai une question, quelle est votre recette le matin? Qu'est-ce que vous prenez le matin pour être autant en forme? Alors je prends le matin comme ce que je prends toute la journée, un thé bien noir, bien fort, c'est à peu près la seule chose qui m'abreuve et ça permet d'avoir, alors que chacun le sait, j'ai 98 ans maintenant, avoir ce teint frais et cet œil vif. En tout cas, vous avez l'air extrêmement en forme. Je pense que je vais suivre votre recette pour moi aussi avoir la forme comme vous. Mais écoutez, alors c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Calix, je suis hyper impressionnée par votre make-up. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour avoir un teint comme le vôtre et des lèvres parfaites? Alors, de la poudre. Beaucoup de poudre de riz. Hein. Malgré ce que dit la rumeur publique, je ne me poudre pas à la cocaïne pure. Et donc pour le rouge à lèvres particulièrement, une première couche de rouge, une poudre, une deuxième couche de rouge, et ça ne bouge plus. Les filles, à votre tuto make-up. Ça marche aussi pour les garçons. Ben voilà, vous avez tous les secrets de Calixte. Ouais, je vais pouvoir améliorer mon teint pour les années futures. Voilà. Alors, on va enchaîner avec bientôt la table ronde, mais juste avant, il y avait un autre membre du jury, Camille de la Guillonnière, qui est directeur du théâtre régional des Pays de la Loire. On l'avait rencontré aussi juste avant la cérémonie des étoiles équestres de cette belle soirée, pour qu'il nous parle un petit peu de sa vision de l'art. Avec Camille de la Guillonnière, directeur du théâtre régional des Pays de la Loire, qui va être jury ce soir aux étoiles équestres. Camille, le monde du cheval, c'est un univers qui vous est familier? Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Je suis petit-fils d'éleveur, fils d'éleveur et d'éleveuses et frère d'éleveur aujourd'hui. Voilà, mes parents ont un haras juste à côté d'Angers. Donc voilà, vous ne serez pas dépaysé. Par contre, on a 8 artistes qui vont se produire ce soir. Vous allez les observer, les noter en tant que jury. 8 artistes en herbe, ils vont découvrir pour certains une salle de 2500 personnes. C'est quelque chose qui doit être difficile à appréhender. Vous êtes habitué, mais pour eux, ça va être compliqué.
apporter une note sur des choix artistiques, c'est toujours compliqué et on y va avec une sensibilité qui nous est propre. Néanmoins, il y a quand même des éléments sur la force d'un narratif et la puissance des images qui sont voilà, sur lesquels je pense que je vais m'appuyer pour mener à bien cette mission. Alors vous travaillez beaucoup avec des troupes, parfois dans la rue, dehors, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un numéro fonctionne ? Je dirais la conscience du public peut-être, l'envie de partager. C'est souvent ça qui est le plus touchant. Vous avez déjà fait des numéros, des pièces, des interprétations avec des animaux sur scène ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Néanmoins, depuis tout petit, que ce soit le Cadre Noir, que ce soit Bartabas ou même à l'occasion de tournages qui avaient lieu pas très loin de chez nous, j'ai beaucoup vu de spectacles équestres, quoi. Comment vous imaginez votre soirée des étoiles équestres ? Mais je vais me laisser cueillir. C'est aussi ça. Juger une prestation artistique, bon, c'est compliqué. Est-ce qu'on est attrapé ? Est-ce qu'on n'est pas attrapé ? Donc là, pour moi, je suis d'abord un spectateur avant tout. Certains rêvent de faire une carrière. C'est compliqué le chemin qui vient tout au long justement pour mener une bonne carrière. Aujourd'hui, toutes les carrières sont compliquées. Alors tant qu'à faire, mieux vaut en choisir une qu'on a vraiment envie de faire. Et je pense qu'on a affaire à des passionnés là, donc ça fait beaucoup. Quand on sait pourquoi on se lève le matin, c'est bon quand même. Vous êtes directeur d'un théâtre. Quand quelqu'un vient vous voir pour vous proposer un spectacle, qu'est-ce qu'il faut vous dire pour vous convaincre ? Comment ça se passe ? Alors non, le Théâtre Régional des Pays de la Loire, c'est une compagnie, c'est pas un théâtre. Donc non, et justement, moi j'essaye surtout d'être très attentif quand on me demande, surtout pour venir répéter dans le lieu qui nous est mis à disposition. J'essaye d'être très attentif à la jeunesse. C'est aussi ça qui me parle ce soir. Et voilà, il faut savoir mettre le pied à l'étrier aux plus jeunes. Et donc voilà. Écoutez, vous allez être gâtés ce soir. Il y a plein de jeunes, plein de numéros. On va se régaler. Je vous souhaite une très bonne soirée, Camille. Je pense qu'elle va être bonne. Merci beaucoup. Voilà le petit focus sur les étoiles équestres. On vous proposera juste après la table ronde un petit best-of aussi de ces étoiles équestres parce qu'on s'est régalé hier soir ici à Amphithéâtre au Salon du Cheval d'Angers. La table ronde avec un petit peu l'aménagement autour des chevaux. On va retrouver Claire-Marie Levaillant qui a animé la conférence juste avant, Sarah Fricoteau de Equideo et puis Vérane Chastel des écuries de la Motte à Lézigné. Ah, c'est à côté d'ici. Alors, on va commencer avec Claire-Marie, parce qu'elle a déjà fait la conférence juste avant, donc elle est déjà rodée à l'exercice. Equus Paradise, expliquez-nous un petit peu la nécessité d'offrir aux chevaux, parce que c'est un petit peu le thème de la table ronde, un environnement adapté à leurs besoins, à leur bien-être, etc. Oui, donc c'est vrai que nous, les chevaux, c'est souvent de la passion. J'espère qu'on m'entend bien. Ça marche. Okay. Et si on veut pouvoir travailler avec les chevaux, notamment au quotidien, proposer du loisir, même de la compétition, si les chevaux ne sont pas bien dans l'environnement de tous les jours, comment on peut oser leur demander quelque chose ? Donc voilà, pour moi c'est le b.a.-ba, l'essentiel, partir d'un environnement sain. D'accord. Sarah, de Equideo, la structure Equideo, c'est une problématique. Expliquez-nous un petit peu comment vous intégrez un petit peu cet environnement du cheval dans votre travail et puis parlez-nous un petit peu d'Equideo par la même occasion. Donc, Equideo, c'est un centre d'éducation à la fois physique et en ligne pour apprendre justement la psychologie et le comportement équin. Et donc, il y a trois grands besoins que les chevaux ont, c'est de respecter leurs besoins physiologiques. Donc, effectivement, l'environnement, c'est une très grande part des besoins physiologiques à respecter. Et on fonctionne dans l'Hérault, donc dans le sud de la France, avec beaucoup d'équipistes et en suivant les terrains naturels. Donc, je t'expliquerai après comment on fait pour choisir l'environnement et comment on dessine le terrain. Et ensuite, donc, les besoins mentaux et physiques des chevaux à assouvir. Donc là, c'est quand on est en relation avec eux et
on fait des choses avec eux. Ouais, notamment, je vois sur vos réseaux sociaux, Sarah, que vous êtes en plein tractopelle là en ce moment pour justement aménager l'environnement de vos écuries. Hein. Oui, il y a la construction d'un très très grand parc équestre multidiscipline sur place aussi, parce que les cavaliers donc, peuvent venir de tous bords. Et quelle que soit leur discipline, on procure un terrain d'entraînement multidiscipline sur place avec un grand bassin, terrain de mountain, derby cross, trek. Ouais. Donc il y a de quoi faire. C'est un peu le Disneyland du cheval. Ah, et quand il y a de la pente, il faut la gérer. Absolument. Voilà, si j'ai bien compris. Vérane, des écuries de la Motte. Vous, c'est une problématique qui vous concerne tout particulièrement aussi. Expliquez-nous un petit peu. Alors, nous, oui, c'est les écuries du Clos de la Motte. On a ouvert il n'y a pas longtemps et on est sur un concept d'écurie active. En fait, les fameuses écuries actives dont tout le monde parle. En gros, on parle de un cheval, comment ça vit naturellement. Un cheval, naturellement, ça vit dans les steppes. Ça se déplace toute la journée, ça peut marcher entre 50 et 100 km par jour. Ça vit en groupe, c'est un animal qui est grégaire et qui est fait pour vivre en troupeau. Et c'est un herbivore monogastrique qui est donc fait pour manger en continu un tout petit peu. Le but de l'écurie active, c'est de aussi coller à ces trois principes-là. Donc en fait, on a des zones de foin à volonté avec des circuits à réaliser pour favoriser le déplacement. On a aussi des automates, donc les chevaux ont un bracelet à l'intérieur qui vont permettre à l'automate de reconnaître quel cheval entre. Leur ration est donc fractionnée en 15 à 20 petits repas par jour. Et ces automates permettent d'envoyer les chevaux sur une piste. J'ai une piste qui fait tout le tour de mon terrain avec toujours un pré d'ouvert. Les chevaux vont au pré quand ils veulent, ils peuvent rentrer sur la zone principale quand ils le souhaitent. Donc on a une vie en groupe, du déplacement et des chevaux heureux au quotidien et bien dans leur corps. D'accord. Sarah, ou plutôt, on a abordé le sujet avec Claire-Marie. Sur le côté aussi, vous choisissez, voilà, vous faites un chifoumi de qui veut répondre. Sur le côté, le bien-être des chevaux, mais aussi le bien-être des gens qui s'occupent des chevaux, c'est essentiel dans cette installation des écuries. Absolument. Donc, nous, on est sur une structure qui fait 52 hectares. Donc, il y a beaucoup de place. On a cette chance-là. Mais par contre, on a choisi de tout mécaniser. Et en fait, on peut suivre un petit peu 5 grands principes quand on crée une écurie. La première chose, c'est qu'il faut que ce soit sécuritaire. Le deuxième élément, il faut que ce soit fonctionnel. Et il y a beaucoup de personnes qui oublient que la partie fonctionnelle, c'est pas juste pousser la brouette et aller ramasser les crottins pendant 3 heures tous les jours, parce que là, vous en oubliez la passion avec le cheval très rapidement. Et ensuite, troisième critère, il faut que ce soit rangé, qu'on sache où se trouve chaque chose. Quatrième, et chaque cheval. Et chaque cheval. Ça peut être bien. Non, mais là, c'est pas une réflexion que je fais par hasard. Absolument, parce que si on passe notre temps à les chercher, du coup, on perd aussi en temps. Et quatrième critère, il faut que ce soit vert. Et c'est là où, du coup, on ramène du vert, même dans un stress d'eau et stress de sécheresse que l'on a, surtout chez nous dans le sud de la France. C'est ça, j'allais dire, dans l'Hérault, vous êtes bien concernés. Ouais. Comment préserver l'eau et comment avoir encore du vert. Et seulement à la fin, on va faire en sorte que ce soit joli, parce que c'est quand même un environnement pour l'humain comme pour le cheval. Donc si on peut être dans un espace de travail qui soit agréable pour tout le monde, c'est l'idéal. Vous avez convoqué Mimi et Mickey, non? Parce que vous avez dit que c'était le Disney du cheval tout à l'heure. Donc voilà, il suffit de les faire venir. Comment on fait quand on n'a pas 52 hectares à disposition et qu'on a par exemple une structure plus restreinte? J'imagine que c'est peut-être votre cas. Comment est-ce qu'on peut réussir à aménager son espace avec beaucoup moins de terrain? Alors oui, nous c'est un peu notre cas, on a 6 hectares en tout. On peut accueillir une vingtaine de chevaux. Après voilà, nous on a l'alimentation principale, reste le foin chez nous, l'herbe, ils peuvent y aller quand ils veulent. Le fait d'avoir un pâturage tournant nous permet d'avoir toujours de l'herbe et du coup... une bonne qualité d'herbe aussi. Voilà, exactement, et on se fait accompagner, etc. Après, il y a aussi le fait que les chevaux se déplacent via les pistes sur la zone principale pour retourner à l'eau, retourner à l'abri, retourner au foin. Donc on a moins de piétinement aussi en fait dans les prés parce qu'ils y vont pour manger, mais on n'a pas les râteliers dans les prés. Les râteliers sont sur la zone principale dans des zones stabilisées, donc on optimise ça aussi. Et voilà, dès que l'herbe commence à atteindre une certaine taille, on change de pré pour que l'herbe ne soit pas stressée, ait le temps de repousser. Et le fait de changer de pâture très régulièrement, toutes les 2-3 semaines, et encore, ça dépend des périodes, nous permet d'avoir un environnement qui est justement vert tout le temps.
Vous considérez qu'il faut combien d'hectares pour un cheval pour qu'il soit bien et pâturé? Claire-Marie, qui est la spécialiste, qui propose plein de projets. Dites-nous tout. Déjà, faut comprendre que pour les besoins nutritionnels d'un cheval, il y a quand même besoin d'une surface minimum si on a vocation que ce soit une prairie fourragère. Donc à côté de ça, ce qui va nous aider, c'est notamment faire des sous-parcelles et mettre en place notamment un ordre de rotation qui soit logique par rapport à notre terrain, sachant que sur un terrain, toutes les prairies ne sont pas homogènes. On peut avoir des prairies plus sèches, plus humides, des prairies où il y a des fourragères qui peuvent être accessibles aussi et qui sont en complément. Et en plus, ça apporte de la diversité pour les chevaux, donc c'est tout bénef. Donc voilà, après... On va pas tarder à arriver à la fin de ce débat. Vous êtes 3 jeunes femmes, donc vous n'avez pas non plus 40 ans d'expérience dans la profession, mais vous avez senti une évolution ces dernières années sur cette thématique. Les gens qui viennent vous voir, Vérane par exemple, c'est quelque chose qui vous est venu naturellement à l'esprit? Alors nous on est 2 et mon associé vient d'Alsace. Or, les écuries actives sont énormément développées en Allemagne, en Autriche. Ce que j'allais dire, il y a la frontière allemande pas loin. Ouais. C'est quasiment le mode d'hébergement principal des chevaux là-bas. Nous, ça arrive doucement en France et on voit qu'il y a un intérêt qui est vraiment montant. Nous, on a un compte Instagram, par exemple, où on montre comment fonctionne notre écurie active, parce que nous, on a choisi de faire un mix entre... On a une écurie active avec des équipistes, qui n'est pas forcément le cas de toutes les écuries actives. Chacun a fait son écurie à son image. Et on voit qu'il y a un engouement autour de ça, avec énormément de gens qui, de plus en plus, se tournent vers ce mode d'hébergement qui, en plus de coller au bien-être animal, permet d'avoir un côté bien-être humain aussi. Les chevaux vont au pré tout seuls quand ils veulent. Il y a moins de manutention au quotidien. Il y a un côté confort aussi. Ils ont un abri paillé, une zone de roulade, etc. Les gens se tournent de plus en plus vers ce type de confort. Sachant qu'on annule aussi pas mal de problèmes liés aux chevaux au box. On n'a pas d'engorgement, par exemple. On a une alimentation qui est respectée. Donc les coliques et les ulcères, ce sont des choses qui sont amenées à disparaître au fil du temps. On espère en tout cas. Donc oui, il y a vraiment de l'engouement aujourd'hui pour penser vraiment cheval en premier dans nos structures, quoi. Claire-Marie, oui, je vous vois acquiescer à tout ce qu'on dit depuis un petit quart d'heure. Oui, moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a des écuries, notamment un petit peu plus tournées sport, compétition, qui s'y mettent, et notamment à haut niveau. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Alors on n'a pas la prétention d'être à haut niveau non plus. Pas encore. L'avenir nous le dira. Mais voilà, nous on fait du complet. Avant, quand on rentrait de complet, on mettait de l'argile, on mettait des bandes de repos pour pas que le cheval engorge au box, etc. Aujourd'hui, je fais les soins, je remets le cheval dans l'écurie active. Le cheval va marcher toute la nuit. Je vais annuler tous ces problèmes-là liés à la récupération. Les chevaux sont plus disponibles au travail et ils récupèrent plus rapidement. On n'a pas de problème il fait froid, le cheval on sort du box et il explose sous notre selle. Le cheval marche toute la journée, il a une vie naturelle et il est beaucoup plus disponible au travail. Et pour des chevaux de compétition comme on a, ça présente un certain avantage aussi. Sarah, juste, vous êtes en pleine installation justement. Pour vous lancer dans cette installation, vous y êtes pris comment? Vous vous êtes dit un soir, tiens, on va faire ça. Ça prend le processus un petit peu pour arriver au plan et pour avoir pensé à tout. On s'est entouré. Comment ça s'est passé? Alors, on dessine, on redessine et on redessine énormément. Quand on veut commencer en fait sur une création où on a déjà les chevaux, c'est les chevaux qui vont vous dire en fait où est-ce que vous allez mettre vos râteliers, où est-ce que c'est la bonne pause pour aller dormir parce qu'il y a les premiers rayons de soleil, où est-ce qu'il y a les abris parce qu'il y avait déjà quelques arbres et quelques haies et parce que le sens du vent va dans cette zone, et comment ruisselle votre terrain, et ensuite comment s'oriente le soleil en fonction des saisons. Donc la toute première chose en fait, commencez pas à créer vos dortoirs et à dire tiens je vais faire ça, ça, ça. Mettez un périmètre circulaire de la zone où vous voulez créer et laissez vos chevaux pendant 2-3 mois faire et vous montrer en fait où est le mieux pour eux. Et ensuite, il faut penser mécanisation parce que plus vous allez vouloir accueillir de chevaux, moins vous allez vouloir, encore une fois,
mettre du fourrage, ramasser du crottin et faire tout ça manuellement. Et donc, il faut penser vraiment facilitation du travail. Eh bien, écoutez, super. Alors, on a peut-être des questions sur les réseaux sociaux parce qu'on est en direct, cette émission. 12h59. Claire-Marie, vous allez être presque à l'heure. À votre petite intervention, est-ce que Léonie, qui est normalement notre envoyée spéciale sur le salon, aurait une question du côté des réseaux sociaux? Oui, Léonie, elle est là. Oui, Pascal, j'ai une question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Et c'est donc Pierre qui passe beaucoup de temps à rentrer et à sortir les chevaux chaque jour. Et il se demande comment optimiser ce temps. Ben voilà, donc Sarah ou Claire-Marie, comme vous voulez. Absolument. Eh ben, on va faire des troupeaux, on va pas faire de l'individualisme. Et puis, on va regarder aussi les affinités de chevaux, puisque ça, c'est pareil. Ils vont nous dire un petit peu qui aime être placé plutôt avec qui. Et on va penser ouverture, soit en automatisation, ou soit il existe maintenant des rideaux juste. Un box, ça n'a pas besoin d'être fermé, mis à part si vous avez besoin de garder votre cheval pour des soins, pour une blessure ou quelque chose. Là, il vous faut évidemment avoir une porte de box. Mais finalement, les chevaux, ils vont choisir quand est-ce qu'ils ont envie de rentrer, sortir. Ils vont le dire eux-mêmes et ça va gagner le temps de devoir les sortir. Exactement. Eh bien, écoutez, mesdemoiselles, merci beaucoup pour votre participation. C'était passionnant. Je vais vous laisser. On va regarder un petit peu un best-of des étoiles équestres qui ont eu lieu hier soir, juste pour se remettre dans la belle ambiance. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. Ce danger, il y a une ambiance du tonnerre. Les gens sont déchirés, on ne peut pas les empêcher d'applaudir. Voilà, c'était une très belle soirée. On a eu la chance de recevoir les vainqueurs de ces étoiles équestres il y a quelques minutes. Si vous les avez loupés, il faudra regarder le replay. Voilà. On va parler élevage maintenant, Carole. Je sais que vous êtes à fond dans l'équitation, donc l'élevage, forcément, c'est un domaine qui vous touche particulièrement. Tout à fait. Avec Thierry Fèvre, donc, si je ne me trompe pas, président de l'Union régionale Pays de Loire du cheval de trait. Eh ben, merci beaucoup Thierry d'être avec nous. Expliquez-nous un petit peu ce que ça regroupe cette union régionale, parce que c'est pas seulement une race, si j'ai bien compris. Non, effectivement, donc l'Union régionale des chevaux de trait des Pays de la Loire rassemble 5 races. Il y a 5 associations, mais 5 races. Il y a le breton, le percheron, le cob normand, le trait poitevin et le baudet du Poitou. D'accord, et ça se porte bien au niveau de l'élevage de ces races? Alors, bon, c'est des élevages, des races à faible effectif, surtout le poitevin et le baudet du Poitou et le cob normand également. Donc là, on manque quand même de naissance, mais au niveau de la vente des animaux, on a depuis 2 ou 3 ans, ça va de mieux en mieux. D'accord. Alors comment on fait pour entretenir ces races justement qui sont en faible effectif? C'est un combat enfin un combat, le mot est peut-être un petit peu fort, quoique vous allez peut-être me le confirmer, parce que voilà, il faut motiver les éleveurs à sauvegarder ces races. D'abord, c'est une motivation. Il faut aimer les chevaux de trait d'abord, parce que c'est vraiment... moi, j'avais une exploitation avec des vaches et des céréales. Les chevaux de trait, c'est pas ce qui me faisait manger, mais c'était mon plaisir.
Et donc, et normalement, on devrait pouvoir essayer de vivre avec ces animaux-là. Donc, de plus en plus, on retrouve les chevaux de trait qui sont dans les vignes, dans les villes, promener les gens. Et donc, il y a du travail avec l'environnement, c'est très intéressant. Ramasser les poubelles aussi, il y a des collectes, voilà, on en voit de plus en plus dans les villes. Et d'ailleurs, ici, au Salon d'Angers, on a réussi, puisqu'au début, dans la carrière d'ici, c'était des quads. Et on a réussi, en étant persévérant, à réussir à avoir des chevaux de trait pour herser les carrières. Idéal aussi pour la déforestation, des choses comme ça, des travails en forêt, on voit beaucoup. C'est quelle race de chevaux qui vont souvent dans les forêts? Alors, il y a du débardage, ça s'appelle. Donc, en général, c'est beaucoup dans le nord de la France, dans l'est de la France, donc des chevaux ardennais, des chevaux belges également. Mais il y a aussi, on a des entreprises de débardage qui se trouvent en Bretagne. On a un éleveur breton que je connais bien. Il a aussi acheté des poids de vin et son métier, c'est débarder. Alors les chevaux de trait, moi personnellement j'adore, c'est vraiment des chevaux d'une infinie gentillesse. Alors parfois, malgré leur grande taille, on peut être un peu impressionné. C'est vraiment des chevaux qui sont adorables. Est-ce que ce sont des chevaux qui nécessitent un entretien particulier par rapport à un autre cheval ou pas du tout? Alors je ne peux pas vous dire par rapport à un autre cheval parce que je ne connais pas trop les autres chevaux. Moi j'ai eu que des chevaux de trait, j'ai eu que des traits poids de vin mulassier toute ma vie. Je suis naisseur. Et donc l'entretien, il mange peut-être certainement un petit peu plus que les autres chevaux, mais au niveau des aliments, du foin, c'est la même chose. Hein. Peut-être en plus grosse quantité, mais c'est la même chose. Hier, on a vu, il y avait une démonstration sur la carrière principale ici au centre du Salon du Cheval à Angers. On a vu des gens passionnés, fiers de leur race de chevaux présents. C'est indispensable pour travailler dans cet univers? Oui, parce qu'en France, on a 9 races de chevaux de trait. Et donc, ces races-là, c'est le seul pays au monde où il y a autant de races de chevaux de trait. Et chacun donc, conserve sa race. Et c'est vraiment les éleveurs, les utilisateurs, il y en a qui travaillent avec toutes les races. Mais les éleveurs qui font naître, ils font naître avec leur race. C'est important pour vous d'être présent ici dans ce salon? Bien sûr, parce que pour présenter nos races, promouvoir nos animaux, c'est très important pour les éleveurs qui font naître, pour pouvoir vendre nos produits, les faire connaître. Alors tout le monde connaît le percheron dans le monde entier, mais les autres races on ne les connaît pas, surtout les petites races comme le Côme normand, le trait poids de vin. Voilà, donc le breton, ici il y en a un petit peu, mais plus en Bretagne. Donc c'est intéressant. Nous, on essaye de faire. Donc là, c'est l'Union des traits Pays de la Loire. Mais moi, en tant qu'également président des races mulassières, on va dans d'autres salons à Lyon, Cournon. On va un petit peu, et évidemment, toutes nos races vont au salon d'agriculture à Paris. Alors justement, parlez-nous de la race mulassière. Comment vous la définiriez? C'est celle que vous connaissez le mieux. C'est la vôtre. Bien sûr, c'est la mienne, mais je suis pas là pour la défendre puisque je dois. Exactement. Vous êtes là en tant que. Mais bon, voilà, on en profite. Mais je peux en parler un petit peu. Si vous dites quelque chose, vous direz que c'est moi qui vous ai lancé là-dessus. Voilà, je vous rassure. Pas de souci. Mais donc c'est la race qui a le plus faible effectif en France, puisqu'on a environ entre 60 et 80 naissances par an. Donc c'est très faible. Mais tous nos animaux, il y a une grosse demande. On a de plus en plus d'éleveurs et de jeunes éleveurs qui veulent avoir ces animaux-là. Donc l'élevage du cheval de trait, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, que les autres races. Parce que le poulinage déjà est plus compliqué. Il faut être présent. Donc maintenant, avec le matériel informatique qu'on a sur les téléphones, c'est beaucoup plus facile. Par contre, un problème de reproduction aussi, puisque les juments remplissent, à mon avis, moins bien. Mais on a quand même aussi les échographies, les vétérinaires. Si vraiment on veut bien le faire, on arrive à faire mieux qu'autrefois quand même. Et pour conclure sur ce thème, quelles sont les perspectives pour les années à venir? Vous avez des projets de développement, d'entretien, de sauvegarde, etc. Vous avez des travaux en action déjà? On a tout le temps des plans de sauvegarde, des aides. Alors dans nos races à faible effectif comme le poids de vin, on est obligé de faire des plans d'accouplement. Puisque les étalons, on a 30 étalons, ils sont tous à peu près de la même famille. Donc il faut arriver à faire des plans d'accouplement pour élargir un petit peu le panel de ces animaux. Ok.
petite question, Carole? Non, c'est tout bon, vous savez C'est tout, tout bon. on a été complet. Merci beaucoup, Monsieur Fèvre, De rien. d'être venu avec nous parler d'élevage, hein, parce qu'on sait que c'est là que tout commence. C'est important Voilà, d'en parler. s'il y a des salons du cheval un petit peu partout, s'il y a des concours, tout passe par l'élevage. Et on voulait mettre une petite lumière sur les chevaux de trait ici au salon du cheval d'Angers. Eh ben, je vous remercie. Alors, figurez-vous qu'on a une envoyée spéciale sur le salon. Léonie, elle a posé une question tout à l'heure des réseaux sociaux et je crois qu'elle est très dans le thème 8 Horse Green. On va la retrouver quelque part dans ce salon. Léonie Jouet, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, Pascal, et c'est fou tout ce qu'on peut retrouver à ce salon, parce que là, je suis sur un atelier où on peut créer son propre démêlant pour chevaux, et je suis avec Ariane. Ariane, explique-moi ce concept. Enchantée déjà, donc Ariane de Cavalière Engagée, je suis partenaire de la marque Nateskin et l'objectif c'est de faire son démêlant en moins de 10 minutes sur 1 heure d'atelier avec plein d'activités en plus, avec seulement 3 ingrédients. Alors quels sont ces 3 ingrédients? Les 3 ingrédients, alors on a une huile végétale d'amande douce qu'on retrouve dans tous les produits, une huile de ricin fortifiante pour les crins et de l'eau florale de mélisse pour ses propriétés apaisantes. Et pourquoi créer cet atelier ici au Salon du Cheval? Là, l'objectif de cet atelier, c'est de montrer les impacts environnementaux liés aux produits de soins et montrer que faire ces produits soi-même, en fait, c'est finalement accessible et ça permet de réduire son impact environnemental. Et donc, c'est la première fois à Angers sur le Salon du Cheval? Première fois que j'anime un atelier et que je participe au Salon du Cheval d'Angers. Et comment ça se passe? Vous êtes contente du résultat? Franchement, super. Des super équipes, des exposants au max et vraiment des super ateliers très dynamiques et très enthousiastes. Super, merci beaucoup Ariane. Merci Léonie, notre envoyée spéciale. On la retrouvera peut-être tout à l'heure en fin d'émission quelque part. C'est notre aventurière, c'est Koh-Lanta, notre future candidate de Koh-Lanta, Léonie Jouet. Carole. Oui. On sait que quand vous venez au Salon du Cheval à Angers, vous avez envie de découvrir des nouvelles disciplines. Racontez-nous ce que vous avez fait hier. Tout à fait. Moi, c'est vraiment ce que j'adore sur ce salon, c'est qu'il y a énormément de disciplines qui sont mises en lumière et au-delà des disciplines, des façons particulières de monter. Et donc cette année, je n'ai pas testé, mais je compte bien revenir. Ça vous tentait pourtant. Exactement. Je pense que l'année prochaine, je vais faire quelques démonstrations parce que ça me manque. Et ça donne envie en fait de voir des gens qui sont autant passionnés, qui nous expliquent leur discipline, leur monte atypique. Et ça donne envie d'essayer. Eh bien écoutez, on va vous suivre et puis restez encore avec nous. On a encore une invitée un peu de prestige dans quelques instants. Et puis après, Carole, elle a été faire les courses pour Noël. Alors elle vous racontera ça tout de suite. Pour l'instant, on découvre votre expérience, Carole. Au Salon du Cheval d'Angers, ça nous tient vraiment à cœur de mettre en lumière toutes les différentes techniques de monte. Je suis en compagnie de Aurélie Bosmayer. Pouvez-vous m'en dire plus sur la monte en Amazone ? Eh bien, la monte en Amazone, c'est une façon de monter à cheval, c'est pas une discipline, puisqu'on va pouvoir faire du dressage, du cross, du CSO. Donc c'est vraiment une manière de monter qui appartient à l'époque de Catherine de Médicis, où les femmes ne pouvaient pas monter à califourchon, et donc après avoir eu quelques péripéties sur les selles Renaissance, on est passé à une fourche, deux fourches, trois fourches. Je ne vais pas faire toute l'historique de la selle, mais donc voilà. Ça permettait de pouvoir monter avec les robes, d'avoir les grandes tenues élégantes et de pouvoir partir à la chasse. C'était ça l'objectif principal. Et donc aujourd'hui, on a ces selles Amazon, en général 2 fourches, qui sont des selles modernes. On va pouvoir les faire beaucoup d'activités avec. Et alors, qu'est-ce qu'un bon cheval d'Amazon? Est-ce qu'il y a certains chevaux qui sont meilleurs que d'autres? Quelles sont les qualités que vous recherchez pour un bon cheval d'Amazon? Alors pour moi, un bon cheval d'Amazon, c'est déjà un cheval qui va avoir un peu de coffre, un peu de dos, parce que la selle est quand même une selle un peu particulière. Un cheval qui est bien dans sa tête, un cheval qui ne va pas être sensible au stick. Alors vraiment, le stick, il est vraiment là pour remplacer la jambe, mais il y a des chevaux en fait qui sont terrorisés à l'idée du stick. Et donc en fait, vraiment un cheval qui n'a pas d'appréhension du stick, qui n'a pas l'appréhension d'avoir la jambe qui passe par-dessus. Pour moi, vraiment des chevaux un peu costauds, selon le poids de la cavalière aussi, bien évidemment, puisqu'on peut mettre des Shetland, on peut mettre tout le monde en Amazon, en fait, tous les chevaux en Amazon. Et alors, comment vous est venue l'idée de faire de la monte en Amazon? Est-ce que vous avez toujours monté comme ça ou vous avez fait de l'équitation plus classique? Qu'est-ce qui vous attire dans l'équitation en Amazon? Alors concrètement,
Je suis allée il y a très longtemps au Salon du Cheval de Paris à l'époque et j'ai vu une association d'Amazon et j'ai dit je veux faire ça. Et mon formateur à l'époque, Antoine Lamant, m'a fait une surprise, m'a amené une selle et je suis montée comme ça en Amazon et concrètement j'avais fait ça toute ma vie. Enfin, si la réincarnation existe, avant je faisais de l'Amazon quoi. Voilà, ça a été pour moi plus facile de monter en Amazon qu'à Califourchon. Super, merci. Je crois que je me suis laissée convaincre, ça me donne des idées pour essayer l'année prochaine. Voilà, Carole, une adepte pour l'année prochaine de la monte en Amazon. Tout à fait. Je pense que l'année prochaine, je ne vais pas y couper. En attendant, peut-être aussi, à moins que vous soyez engagé dans la garde républicaine l'année prochaine. Peut-être. Vous savez que la garde républicaine est fidèle au Salon du Cheval d'Angers. On a la garde philippine qui nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler un petit peu, non pas des missions, parce que tous les ans on parle un petit peu des missions de la garde républicaine, mais là on va parler cheval. Philippine, la garde républicaine, déjà vous y êtes depuis longtemps, c'est quelque chose, c'était un petit rêve depuis toujours? C'est un rêve depuis toujours. Maintenant, je suis rentrée surtout pour être gendarme à la base. Et si je pouvais allier mon métier et ma passion, c'était un plus. D'accord. Alors, les chevaux de la garde républicaine. Parlez-nous un petit peu de ces chevaux. Il y en a beaucoup déjà? Oui, il y en a beaucoup. On est quand même 4 escadrons. Donc, ça rassemble pas mal de chevaux quand même, pas mal de personnel. Voilà. C'est quoi la filière pour un cheval? Parce que souvent, on pose ici la question, on a déjà évoqué un petit peu le thème, on veut rentrer dans la garde républicaine, comment on fait? On vient vous voir sur votre stand, etc. etc. Mais pour un cheval, vous voyez, il y a un petit poulain, il voudrait rentrer à la garde républicaine. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Alors tout d'abord, il faut qu'il fasse 1m65 à 3 ans. Minimum. D'accord. Ah ben oui, chez les chevaux, ça n'a pas changé. Parce que par contre, pour les gardes, maintenant, il n'y a plus de notion de taille. Voilà, il n'y a plus de notion de taille. Pour les chevaux, il nous faut 1m65. Il faut qu'ils soient alezan, bébrun, noir ou gris pour l'étendard. Ou pour les timbaliers, on a des percherons. Il va passer par les vétérinaires qui vont faire une visite pour voir si tout va bien. Et puis si tout va bien, il part au débourrage et c'est parti. Voilà, donc ils arrivent à la garde à quel âge? À 3 ans. 3 ans. Et donc ensuite, la suite, il va se passer quoi? Débourrage, formation, etc. Alors, il passe par le débourrage. Une fois que le débourrage est terminé, il les envoie dans les escadrons. Les chevaux sont d'abord montés par ce qu'on appelle les CT1. C'est les BPGEPS qui ont le diplôme militaire et gendarmerie pour le diplôme à cheval. Une fois qu'ils sont formés, en fait, la fin de leur formation, c'est d'être montés avec la selle d'armes, la bride d'armes et le casque. Et une fois qu'ils sont formés, ils sont donnés à d'autres gardes qui n'ont pas du coup la formation CT1. D'accord. Donc ensuite, il y a presque un inversement. À la base, on forme les chevaux et il arrive un moment, c'est le cheval qui va un petit peu former le garde. Ça passe un peu comme ça? C'est un peu le cycle? C'est un peu des deux. Le cheval peut nous apprendre beaucoup de choses et on peut apprendre beaucoup de choses au cheval. En fait, c'est un couple. À la garde républicaine, on forme des couples. Et voilà, on est en perpétuelle évolution. Quand on se sent un peu plus, en stagnance sur notre métier, on reprend des cours avec des BPGEPS, enfin des CT1 de chez nous, qui nous font réévoluer sur notre métier. Ça, c'est important ce que vous avez dit, la notion de couple. Chaque garde a son cheval. Normalement, chaque garde a un cheval d'attribué. Et oui, ça a créé un couple. On a des affinités avec notre cheval qu'on n'a pas avec d'autres. Alors, c'est des chevaux, j'allais dire de concours complet, on va retirer concours, mais c'est des chevaux complets parce qu'on a la garde, on voit les démonstrations qu'on voit un petit peu partout dans le monde. Vous voyagez beaucoup pour faire des démonstrations avec la garde républicaine. Et puis, mais votre mission, c'est aussi d'être sur le terrain, encadrer la sécurité, etc. Donc les chevaux, ils ont une formation complète pour pouvoir tout faire? Ah bien sûr, nos chevaux sont débourrés à la méthode Blondeau. Donc en fait, ils sont habitués à marcher dans des bouteilles, sur des matelas, sur les pavés. Ils passent sous des arches. On fait vraiment tout avec nos chevaux. D'accord, y compris pour pouvoir intervenir quand c'est un peu musclé, que c'est un peu chaud? Oui, après nous, nos chevaux ne sont pas adaptés comme en police. Nous, ils ne sont pas protégés. Vous avez déjà vu, ils sont casqués en police, tout ça. Nous, on n'a pas tout ça. Nous, c'est vraiment un nouveau contact en fait de gendarmes avec les gens. C'est vraiment pour
réconcilier les gens avec la gendarmerie ou avec les forces de l'ordre. Notre contact n'est pas du tout le même. D'accord. Le défilé du 14 juillet, parce que voilà, on a l'image souvent de ce défilé avec l'escorte un petit peu présidentielle de la garde républicaine. Pour les chevaux, c'est un exercice plus difficile qu'un autre, différent. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de répétitions. Je sais que vous, dans les rues de Paris, les jours précédant le 14 juillet, on entend le clac, clac, clac des chevaux sur le pavé. Alors nous, pour le 14 juillet, on participe à la répétition de nuit avec tous les autres services. Oui, c'est très difficile, c'est intense. On part quand même très tôt, on fait quasiment tout à cheval. Et oui, les chevaux, le lendemain, sont un peu fatigués quand même. D'accord, mais ils sont chouchoutés comme c'est pas possible. Voilà, effectivement, dans les écuries, j'ai la chance d'habiter pas très loin d'une garnison, je sais pas comment on dit, à Saint-Germain-en-Laye, où il y a... Centre d'instruction. Voilà, centre d'instruction, donc je le vois, je passe devant et je vois qu'ils sont très très chouchoutés. Les chevaux, ils vont dans la forêt le matin marcher, etc. Et ils sont plutôt pas mal. Oui, ils sont bien. Et justement, la fin d'une carrière pour un cheval, il y a une limite d'âge officielle ou c'est un petit peu en fonction de la forme de chaque cheval? Alors, ils sont présentés à la réforme chez nous à partir de 16 ans et ça va grand max à 18 ans. Ça dépend en fonction de l'état du cheval, de sa forme, parce qu'on ne va pas se mentir, ils prennent quand même pas mal, rien que sur les pavés, toutes les escortes, ça leur tire un peu dessus. Et oui, soit ils sont prolongés un petit peu, soit ils partent à la réforme. Et la réforme, c'est quoi? C'est soit ils partent chez notre association Ligne et Route, qui récupère quelques chevaux, mais ils ne peuvent pas tous les récupérer. Soit un ancien garde, c'est son ancien cheval, ou celui qu'il a eu le plus longtemps, on lui demande « Est-ce que tu veux récupérer ce cheval ?» Donc oui ou non. Soit c'est des civils qui passent en commission et qui récupèrent un cheval de la garde. D'accord, donc pour vous, garde, il y a un nouveau couple à former, il y a une transition à faire pour créer un nouveau couple justement? Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que nous, les jeunes chevaux, c'est souvent ceux qui ont le diplôme CT1 qui les récupèrent avant de nous les donner à nous. Mais à peu près tous les chevaux du peloton, on les connaît. Comme les gens sont en repos ou en permission, on les monte. On connaît à peu près tous les chevaux de notre peloton et on sait avec qui ça va aller ou pas. Eh ben, écoutez, on vous souhaite plein de belles choses encore, plein de beaux défilés et plein de belles missions. On espère. Avec la garde républicaine qu'on a toujours un grand plaisir à accueillir ici sur ce plateau du Salon du Cheval d'Angers. Vous avez eu le temps de faire un petit peu tous les stands depuis le début? Bien sûr. Il y a de quoi faire quand même. Il y a de quoi faire. C'est un très beau salon du cheval à taille humaine. Et c'est très agréable de venir à chaque fois. Alors nous, on a un problème ici dans l'équipe, c'est Carole. Parce que pas à taille humaine. Elle est à taille humaine, mais justement, elle a une carte bancaire qui n'aime pas du tout venir au Salon du Cheval à Angers. Parce qu'en plus, on est à un gros mois de Noël. Et donc, elle fait le shopping à chaque fois. Carole, c'est bon, vous avez trouvé encore de quoi faire? Oui, mais comme d'habitude, j'ai trouvé trop de choses. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Cette année, on se retrouve pour le point shopping immanquable. Cette année, objectif, shopper éco-responsable. Ne soyons pas égoïstes, Noël, ce n'est pas que pour moi, mais c'est aussi pour ma jument, bien sûr. Ça tombe bien, je suis sur le stand de Happy Crackers en compagnie de Justine. Justine, que pouvez-vous me conseiller en termes de friandises pour ma jument? Bonjour, alors je vous conseillerais les nouveautés qui sont les Happy Wild, des petits jouets nutritionnels à suspendre. On est 100% bio, végétal, pas de conservateurs, pas d'additifs. Et donc on a 5 recettes inédites donc, pour passer l'ennui. Et voilà, c'est vraiment le petit plaisir pour son cheval. Vous avez également les petites cures en innovation Hippolia, vous avez les cures gourmandes. Donc on est vraiment sous format de la cure, mais c'est une friandise. Donc vous donnez un complément comme vous donnez une friandise. Les chevaux adorent. Et la dernière petite chose que je pourrais vous conseiller, et pour vous et pour votre cheval, ce sont nos petits crackers qui sont bio, qualité humaine, donc vous pouvez les manger. Je vous laisse déguster si vous voulez. Avec plaisir, je vais choisir ce petit rose qui a l'air très bon. C'est super bon. Alors c'est un déshydraté, c'est pour ça qu'on a une texture croustille gourmande comme ça. C'est vraiment pour garder tout préserver vraiment les nutriments naturels. On valide la texture croustille gourmande. Je continue ma liste de Noël. Je suis en compagnie de Nadège. Nadège, bonjour. Il me faudrait une crème cicatrisante pour ma jument. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller?
Alors donc on a notre produit phare qui est le cataplasme réparateur. C'est clairement notre best-seller depuis nos débuts et c'est ce qui a fait connaître la marque un peu partout en France et même à l'étranger. C'est vraiment un cataplasme à base d'eau de mer qui est prélevé à l'île de Bréa puisque notre marque est d'origine bretonne. On fabrique, on crée donc dans notre laboratoire en Bretagne. Donc les vertus de la mer sont prélevées évidemment chez nous en Bretagne. Et donc le cataplasme sert à réparer tout type de blessures, à cicatriser rapidement et sainement tout ce qui est crevasse, même des croûtes purulentes. Et donc voilà, c'est le produit que tout le monde adore. Parfait, merci. Ça va être nickel pour ma jument qui a tendance à tout le temps blesser. Impossible de repartir sans ma paire de chaussettes de chez Cozy Socks du Salon du Cheval d'Angers. Et cette année, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de choper plus responsable. Donc je suis partie sur une paire de chaussettes en fibre bambou, qui est donc une fibre naturelle, douce et antitranspirante. Oupsie! Trop de shopping, je me suis fait saisir mon véhicule par la banque. Heureusement, mes amis de chez MLTP m'ont prêté un engin pour que je puisse rentrer chez moi. Ciao! Bon, vous êtes bien rentré chez vous, Carole, hier soir? Oui. Ça a dû être un petit peu long sur l'autoroute avec votre Oui, petit... c'était un petit peu long. Alors, j'habite pas très loin, mais c'était trop long. Bon, une belle expérience et voilà, vous êtes prêts pour Noël. Vous, au moins, pour les courses de Noël, c'est terminé. Vous êtes tranquille, vous êtes débarrassé. Bien joué. Tout à fait, c'est fait. C'était encore un bel événement, le Salon du Cheval d'Angers. Alors, il est un tout petit peu tôt pour en faire le bilan, puisqu'il n'est que 13h30, quelque chose comme ça. Et que le salon reste ouvert encore tout ce dimanche après-midi. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir. Il y a beaucoup de monde. Le record de 23 500 personnes avait été battu l'année dernière. Et pourquoi pas le rebattre encore cette année? Carole, vous passez des coups de téléphone pour faire venir vos amis, quoi qu'ils étaient déjà, il y en avait déjà beaucoup qui étaient là. Oui, j'ai beaucoup de mes amis qui sont venus et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir le salon avec autant d'engouement, autant de personnes qui viennent assister aux démonstrations, qui viennent faire du shopping, qui viennent rencontrer des nouvelles startups, rencontrer des institutions comme l'IFCE par exemple, ou encore assister à des conférences. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir autant de public. Exactement, et on a été faire un petit tour des 240 exposants. Bon, on en a vu 235 à peu près, on n'a pas vu tout à fait les 240, mais tous sont unanimes pour saluer le succès de cette édition. Et figurez-vous, Carole, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une 8e édition l'année prochaine, bien évidemment. Elle sera du 9 au 11 novembre, donc le 9, ça sera un samedi, le dimanche 10, et jour férié le lundi 11 novembre, le Salon du Cheval d'Angers pour sa prochaine édition. On va se quitter dans quelques instants à l'occasion de remercier toute l'équipe de ce Salon du Cheval d'Angers qui nous fait confiance et qui organise un magnifique événement. Merci à Jean-Christophe Dupuis qui coordonne un petit peu cette émission, à toute l'équipe de Chrysalide Film de Laurent Perry avec Vincent, Michael, Gaëtan, Bastien et Alex. Et puis bien sûr, merci à vous, Carole, David, et à Léonie Jouet, notre envoyée spéciale au cœur du salon. Merci à vous, Carole. Pascal. Vous pouvez évidemment revoir toutes nos émissions et toutes les conférences en replay sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous tous pour votre fidélité. On sait que vous étiez nombreux. Ciao, ciao, et à l'année prochaine. À l'année prochaine.